Donc, bienvenue dans Travel Guys TV numéro 4. Salut Olivier. Salut Bertrand. Alors, comme vous l'avez vu, beaucoup de temps entre le 3 et le 4 parce que mode confinement oblige, on n'a pas eu trop le temps de tourner et donc c'était super parce qu'il a fallu qu'on arrive à trouver le bon matériel, les bons réglages, la bonne installation pour finalement plus pouvoir tourner en live. Donc maintenant on fait à distance pour vous dire qu'on respecte vraiment le confinement. Même si pourtant, Bertrand, on habite à 50 Oui, mètres voilà, c'est l'un de ce que l'autre, j'allais hein. dire. Je pense que si je me mets à la fenêtre, je peux te faire signe. Donc c'est pour vous dire qu'on prend vraiment le truc au sérieux. Blague à part, donc premier Travel Guys TV en mode confinement. Puis aussi une autre formule, on a beaucoup écouté ce que vous nous avez dit. Plutôt que de faire une émission tous les mois qui était assez longue, on va en faire plein de très petites, de 4-5 minutes, sujet par sujet. Plus facile à consommer et puis pour nous, plus facile à monter. Alors, le sujet du jour, forcément, pour parler d'aérien, là c'est un peu compliqué en ce moment, hein. On va même pas dire que ça vole pas haut, c'est carrément ça vole pas du tout. Donc on va parler d'un autre truc qui ne vole pas haut, qui est le train. Donc tu avais prévu, si je ne m'abuse, un week-end à Londres en début de confinement. C'est Euh, ça. Comme tu n'en fais qu'à ta tête et que tu fais les choses souvent des pieds du bon sens, tu as pris le train au lieu de prendre l'avion. Bah, de toute façon, en avion, tu n'aurais pas pu voyager non plus. Mais il s'est avéré que ton billet a été annulé et que tu as dû gérer cette annulation en ligne. Oui, quelle galère. Et je dirais que cette galère que j'ai eue, tous les voyageurs en ce moment l'ont un petit peu. Tous les week-ends que vous aviez pu prévoir tous entre le mois de mars et le mois de juin, vous allez devoir faire une croix dessus. Les vacances d'été, ça sera l'objet, j'imagine, d'un autre Travel Guide TV ultérieurement, mais vous verrez que c'est une vraie question. Et donc, ayant un week-end prévu en tout début de confinement, eh bien, j'étais obligé d'annuler mon week-end. Et je dois dire que l'expérience de modification de la réservation a été un peu compliquée. Des vols annulés, à rebooker, on en a quand même eu un certain nombre depuis le début du confinement. Et pour être honnête, ça se passe pas si mal que ça, suivant les compagnies. Soit on nous dit carrément de laisser tomber et que de toute façon, besoin de rien faire, on aura un voucher qui va tomber automatiquement. Soit on le fait en ligne. Moi, j'ai trouvé que vu l'urgence et vu la complexité des systèmes, j'ai trouvé que les airlines s'en sortaient vraiment pas mal. Visiblement, côté Eurostar, c'était un peu plus perfectible. Tu peux nous raconter le truc? Oui, alors, effectivement, Bertrand, au niveau des airlines, c'est très inégal, mais finalement, on s'en sort. Par contre, au niveau d'Eurostar, il y a eu un problème puisqu'ils venaient juste d'effectuer une migration de système une semaine avant, ce qui a fait que ça engendrait un certain méli-mélo, et du coup, les passagers ne pouvaient pas modifier leur réservation eux-mêmes sur le site internet. Bah alors, si tu peux pas modifier sur le site internet, tu fais comment? Tu t'appelles le service client? Comme beaucoup d'airlines, finalement, Eurostar a adopté les vouchers qui permettaient finalement d'avoir un certain crédit, qui permettait de se rebooker sur un autre train ultérieurement. Et donc, c'est l'option que tu as choisie. Ah bah, c'est l'option que j'ai choisie. De toute façon, j'avais pas vraiment le choix. Donc, comment ça se passe? Vous allez sur une page dédiée sur leur site internet, vous mettez le numéro de réservation, vous êtes obligé de repréciser les numéros de train, vous êtes obligé de préciser le voyageur qui voyage et de recommencer pour chaque voyageur sur la même réservation. Donc, c'est assez consommateur de temps et je dois dire que l'expérience n'est pas très très bonne. À partir de ton numéro de dossier et de ton nom, ce qui est normalement le cas aussi bien sur Eurostar que sur les compagnies aériennes, tu donnes ton numéro de dossier et ton nom, ils te retrouvent tout ton voyage. Là, ils n'étaient même pas capables de le faire. Non, effectivement, j'ai dû tout renseigner à la main, y compris mon adresse mail. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça pour les deux voyageurs qui étaient dans ma réservation. J'ai soumis ce formulaire et au bout d'un mois, toujours pas de nouvelles. Mais tu as essayé de les recontacter, tu as essayé de demander des news, et ils ont donné des délais sur les délais de rebooking ou de traitement des dossiers ou rien. Donc, en effet, je les ai recontactés au bout de 28 jours, qui était le délai prévu par eux au moment de la soumission du formulaire, à la fois sur Twitter, en DM et sur Facebook Messenger. Et malgré des échanges cordiaux, ils n'étaient pas capables de répondre. En tout cas, ils disaient que c'était toujours en train d'être processé. Donc du coup, je suis retourné sur le site internet par acquis de conscience, j'ai remis mon numéro de réservation et là, miracle, je vois modifier votre réservation, y compris sur des trains déjà passés. Et donc j'ai pu effectuer la modification moi-même vers des dates au mois de juillet comme je le souhaitais initialement.
Ouais, en fait, c'est pas tellement étonnant, j'ai l'impression, et on le voit pas que chez Eurostar, mais que les services clients sont tellement débordés en ce moment que ils traitent ce qu'ils peuvent à la vitesse à laquelle ils le peuvent. Il y a des choses qui changent à côté, ils sont pas forcément informés et ils ont la tête sous l'eau. Oui, c'est un peu le problème parce que les clients ne savent pas trop où ils vont. Pour un certain nombre de clients comme toi, comme moi, on a quand même investi pas mal d'argent dans des billets d'avion. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et là, Eurostar, clairement, n'a pas fait de boulot. Au final, moi, je suis content parce que j'ai pu me rebooker aux dates auxquelles je souhaitais assez facilement. Et je dois dire qu'en termes d'expérience client, c'est pas terrible, surtout quand on a payé un billet en standard premier. Et puis surtout quand on sait que Eurostar, c'est tout sauf bon marché quand on compare aux autres moyens qu'on peut avoir à disposition pour aller à Londres. Après, la leçon de ça, c'est quoi? Aussi bien côté client que côté transporteur. Alors côté client, je pense que c'est évident. La première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'en ce moment, quel que soit le transporteur auquel on a affaire, il croule sous les demandes de remboursement, sous les dossiers à traiter. Faut pas s'étonner, ça va prendre du temps, mais en général, c'est plutôt bien fait. Par contre, je pense qu'il y a une leçon pour beaucoup de transporteurs à apprendre pour l'avenir, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Aujourd'hui, c'est le confinement, mais on a déjà eu les mêmes problèmes il y a très longtemps, quand il y a eu des éruptions volcaniques, des épisodes neigeux, des choses comme ça. C'est des choses qui arrivent, et même sur des événements de moindre ampleur. Donc je pense qu'à un moment, il faudrait que la leçon soit apprise. Et la leçon, elle est Bah, la leçon, c'est de développer absolument les services digitaux en self-service. Je veux dire, c'est quand même assez évident que le moyen le plus simple pour le client et le moins consommateur de ressources côté transporteur, c'est d'offrir la possibilité au client soi-même de se réserver directement en annulant les frais de modification dès le départ. Je veux dire, essayer de protéger son yield management en de telles situations, c'est complètement crétin. Ça consomme énormément de ressources du côté du transporteur et la plus-value que ça amène est vraiment très limitée. Donc ouvrez vos systèmes, laissez aux gens la possibilité de se réserver directement et évitez l'engorgement de vos services clients. Je pense que c'est la leçon à retenir côté transporteur. oui, avec un préalable, parce que je pense que si on tire la pelote en allant plus loin, c'est qu'on se rend compte, parce qu'on l'a vu sur des échanges qu'on a eus avec des airlines, sur des trucs annulés, etc., c'est qu'en fait, ils ont différents systèmes qui ne se parlent pas, des fois des services qui ne se parlent pas, mais à la fin, le client, c'est pas son problème. Le client, il est à la fois en train de parler au commercial et en train de parler au support, et que les deux ne se parlent pas, c'est pas son problème. Et au final, c'est le silotage interne, très souvent, euh, dans l'industrie du travel, mais comme dans d'autres, qui entraîne des expériences clients qui sont assez catastrophiques. Oui, pour aller en ton sens, je pense qu'il y a un bon exemple de ce qui fonctionne bien chez Air France. On le connaît toi et moi, c'est la ligne Platinum ou la ligne Club 2000 qui en fait offre un espèce de one-stop shop. C'est la personne qui va essayer de faire le lien entre tous les services et de résoudre votre problématique en contactant Flightblue, en contactant l'Escale, etc., etc., et en essayant de répondre à votre problème. Maintenant, ce genre de service n'est pas vraiment scalable. On ne peut pas imaginer que les personnes fassent ça pour l'intégralité des clients. Donc la solution pour ça, c'est un développement massif et flexible du digital, c'est-à-dire du digital oui, mais du digital qui soit capable de s'adapter aux situations de crise. Mais tu citais Air France, effectivement, la ligne Platinum, c'est pas du tout scalable, c'est réservé à une toute petite partie des passagers. Et c'est vrai que j'ai toujours été magistralement servi à chaque fois que j'ai dû m'en servir. Mais par contre, tant qu'on est chez Air France, on peut même parler du digital. On sait qu'ils sont critiquables ou pas toujours au point sur tel ou tel sujet. Quand on compare avec la concurrence, avec plein d'autres compagnies qu'on a pu essayer ces derniers temps. En termes de digital, il faut reconnaître que je pense que Air France a vraiment un coup d'avance en termes de user experience en ligne. Dès qu'il y a notamment une interruption, dès qu'il y a des questions de rebooking, de modification sur un vol, la sensation que j'ai, c'est que ça se passe de manière très fluide, avec des expériences que j'ai pas eu ailleurs, que j'ai pas eu chez Lufthansa, que j'ai pas eu chez Suisse, que j'ai pas eu chez Singapore Airlines. On a démarré sur les trains. Je pense que on aime bien parler des trains qui arrivent en retard parce que au moins ça donne matière à discuter. Mais faut aussi saluer les trains qui arrivent à l'heure. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi sur l'aspect Europe chez Air France, qui est une de leurs forces.
En comparaison aux US, on a Delta qui est absolument exceptionnel sur les Europe comme Air France. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Et on a fait un article récemment là-dessus sur Travel Guide. Je vous invite à aller regarder le lien dans la description sur la qualité du service client d'Air France en période de crise. Et je pense qu'on peut les saluer. Donc effectivement, c'est bien de reboucler la boucle en disant voilà, il y a le train et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les airlines font ce qu'elles peuvent et il y en a certaines qui sont supérieures aux autres. Air France en fait partie, Delta en fait partie et il faut saluer ça. Ok, bon, eh ben, on se dit au revoir et puis on se retrouve dans une semaine pour Travel Guys TV 5. Exactement, et n'oubliez pas, la meilleure façon de voler, c'est de vous abonner. Alors abonnez-vous sur le lien en bas de la vidéo. À Allez, bye bientôt. bye. Bye.